Bonsoir tout le monde, bienvenue à Blabla avec le Yon, bien content, première édition. En plus ce soir, je suis un peu excité, un peu, même je dirais nerveux, mais je sais pas pourquoi. Ça me rend un peu fébrile de faire ça, je trouve ça cool. Puis en plus je reçois, oui il y a un humoriste ce soir que j'aime beaucoup, mais surtout un ami. Fait qu'on reçoit Faf ce soir, Mister Rêvaseuse, comment ça va man? Il va bien et vous monsieur le Yaub, combien allez-vous? Ah, je vais à peu près 10 sur 12. C'est pas pire, pareil. 10 sur 12, c'est quoi? T'as un peu de sang qui est descendu en bas puis tout va bien? C'est ça, exactement. Un petit peu bandé. Mais non, je suis content de te recevoir sur le show. Je sais même pas si j'appelle ça un podcast, je sais pas. Il y a tellement d'affaires à cette heure. C'est juste deux gars qui jasent sur Internet. Bon, tu peux appeler ça comme tu veux. Regarde, disons qu'on est les Teletubbies 2.0. C'est... Il est où le soleil? C'est ça la question. Il est où le soleil? Tu veux pas le voir. Non, hein, c'est ça, je pensais. Hey, mais Faf, pour introduire les gens qui te connaissent pas, t'es un humoriste qui fait de l'humour noir, de l'humour assez trash. Juste pour faire un peu ton parcours, ça fait combien de temps que t'es humoriste, que tu fais de l'humour? Sérieusement, ça fait 4 ans. J'ai 34 ans. Il a fallu que je pense à mon âge. J'ai fait mon premier spectacle d'humour à vie à 14 ans. Dans des bars, imagine-toi donc. Mais non, je suis vraiment sérieux en humour depuis, je te dirais, 4 ans et demi environ. OK, fait 4 ans et demi que t'es sérieux. Je sais que, tu sais, nous, on a jasé souvent ensemble. On a un peu, pas refait le monde de l'humour, mais tu sais, dans le sens où on jasait d'humour puis de ce qu'on pensait que ça allait être, puis tout ça. Puis on a eu des conversations au téléphone. Puis tu m'as déjà conté aussi que t'as commencé assez jeune, mais t'as pris un long break pour juste te concentrer à devenir meilleur pour écrire, right? Ouais, ben, moi, j'ai pris 2 breaks pour 2 raisons. J'ai été chanteur-guitariste dans un band heavy metal. Puis à la fin, on était tellement pourris côté musique que qu'est-ce qui pognait le plus, c'est qu'est-ce que je disais entre les tunes. Ah, nice. C'était bon pour insulter le public, je m'en venais vraiment bon. Là. D'ailleurs, il y a une coupe de bars à Black Lake que je suis banni à vie, je pense encore aujourd'hui. Ça, c'est une autre histoire. Puis après ça, moi, je travaillais dans des écoles. Oui, c'est très louche. Je travaillais dans les écoles. Puis on soudait des chiffres coupés dans les écoles, fait que j'avais 3 à 4 heures de temps libre par jour dans des que j'étais parti, mettons, 11 heures de temps par jour. Fait que j'avais décidé d'écrire à tous les jours parce que je savais que je voulais refaire de l'humour. Je m'étais mis à triper bien raide sur un certain Jimmy Carr. Fait que je me suis dit, je vais limiter puis je vais mettre à écrire des liners à côté parce que je m'étais dit, l'écriture, c'est un muscle et j'ai voulu le travailler. C'est vrai parce que, tu sais, je fais un peu de stand-up aussi, puis c'est la chose la plus dure à apprivoiser, je pense. L'écriture pour la majorité des gens. 22 mois, Yaya, aller prendre mon cash en temps de Christ Cholov. Tout le monde commence avec ses forces puis ses faiblesses, là. Je veux dire, c'est un peu comme la porn. Il y en a qui sont bons pour tenir longtemps, il y en a qui sont bons pour avoir des positions, mais t'as pas tous tes talents. À un moment donné, tu viens qu'à être polyvalent puis tu peux toutes les faire, les positions. Mais c'est drôle que tu me parles de ça parce que t'as déjà été soundman sur un plateau de film de porn, right? Oui, preneur de son. Raconte-moi donc ça un peu. Preneur de son, je tenais à la perche. Il y avait Vandal Vixen dans le film, puis je tenais la perche, puis elle me regarde, puis elle me dit hey, moi, si j'étais toi, je me tasserais de 5-6 pieds par la gauche. Je comprends pas. Ben, à moins que tu veuilles te faire arroser, je comprends pas. Ah, ok, oui, je comprends, c'est beau, je vais me tasser de 5-6 pieds, puis j'ai bien fait. Mais ça part de où? Le squirt, ça part d'un trou. Non, ok, non, de quoi? T'as cette histoire-là de film de porn. Raconte-moi. Comment tu t'es ramassé sur un plateau de film de cul à tenir une perche quand... Je faisais du son à des shows heavy metal. Puis un de mes amis, le roux pour pas le nommer, qui avait décidé de se faire un film de fesses. Je sais pas pourquoi. Il y en a que le rêve d'enfance, c'est monter le Mont Everest. Il y en a d'autres que c'est de tourner un film de cul. Fait que lui, c'était son rêve d'enfance de tourner un film de foufoune. Fait que il a décidé de tourner son film, puis il y avait 2 jours avant, son sound guy l'a lâché, puis il a dit « Hey, tu peux-tu tenir une perche? » Bah ouais, fait que là j'y étais, puis j'ai assisté à tout ça. Une belle expérience. Ben, j'imagine, ça fait un... T'as-tu mis ça dans ton CV?
Non, pas vraiment, surtout dans le temps que je voulais travailler pour des organismes. Sauf que des fois, le chômage m'envoyait passer des entrevues, mais tu sais, 2 semaines après, je recommençais à travailler, fait que je me colissais de la job. Fait que je faisais exprès pour leur envoyer un CV de marde, des affaires de même pour être sûr qu'ils m'appellent pas. Puis j'aurais pu écrire ça dans cette version de CV-là. C'est que c'est drôle de ramasser sur un film de cul. Tu sais, tu fais du son dans des shows de musique, tu joues de la guitare, tu chantes, tu fais des jokes, mais jamais dans ta tête, tu fais comme ah ben oui, je vais être perchiste au-dessus d'un pénis puis d'un vagin. Tu sais, il n'y a pas de. Je le sais pas. C'est drôle en maudit comme histoire, puis comme avenue de. Je me suis ramassé sur un plateau de films de cul. Mon ami avait décidé que. Ben, ça tentait de faire des films de cul. Puis pour l'humour, j'ai une question, puis c'est un peu une question qui est peut-être difficile à répondre, mais pourquoi l'humour noir? Ça, là, c'est une question que je me fais poser toutes les fois. Puis, il y a 2 principales raisons à ça. Premièrement, une des affaires que faut que tu découvres sur un stage. Puis, je te dirais dans toutes les formes d'art et tout, là, pas juste en humour. Là. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu deviens un humoriste, que le monde sont capables de te reconnaître dans la rue à un humoriste générique que tout le monde s'en calisse. C'est le même en musique ou whatever. Faut que tu aies une image. Puis moi, je l'ai travaillé longtemps, mon image, parce que je suis pas un naturel, moi, loin d'être là. Puis c'est qu'est-ce qui fitait le mieux avec moi. Je veux dire, j'aurais pas été capable de faire des jokes gentils pour toute la famille. J'ai pas la face de ça. Quand je fais un beau petit sourire, ça a de l'air que j'ai de l'air louche. Fait que je me suis dit, tant qu'à avoir de la louche, aussi bien faire des jokes louches. Et aussi, une des affaires qui est importante quand tu fais de l'art, c'est d'être différent de tout le monde. Parce que si tu ressembles à tout le monde, ben Christy, t'es comme tout le monde. Puis moi, comme je me suis tout le temps dit, je suis laide comme un cul. Esti, c'est pas mon beau visage qui va faire que je vais devenir le prochain rock voisine de l'humour. Ouais. Je me suis dit, moi, être différent de tout le monde. Puis Chris, au Québec, contrairement à plein d'autres places, parce que je vous le dis, l'humour noir, c'est à peu près juste au Québec qu'il y a un gros tabou de même. Là. En Angleterre, t'as des jokes de fisting sur l'heure du souper, là, pendant que le monde mange et écoute le TV. Ça, ils n'ont pas de problème avec eux autres. Mais on dirait qu'au Québec, il n'y a pas un Christy d'humoriste de la relève qui voulait se faire associer à l'humour noir. Fait que je me suis dit, ben, si personne veut y aller, moi, je vais y aller par tabarnak. Puis je pense que. Je sais pas si je me trompe, mais tu sais, dans ta façon de parler là, de l'humour, je pense que l'humour noir, c'est une question de culture aussi, d'acceptation. Comme tu dis, il y en a qui a des places, c'est au souper. Je pense que c'était le même ici, puis peut-être que je me trompe, mais dans les années 90, c'était ça. Puis à un moment donné, le monde... Piment-Fort, là, c'était... Hey, Piment-Fort, c'était à 19h. Ou non, c'était 18h30 Piment-Fort que ça passait. Puis, tu sais, c'était des jokes genre de... Mettons, s'il y avait une chanteuse dans le temps qui était populaire, il faisait des jokes qui a fourré dans le cul, puis il disait son nom, puis c'était à 18h30, puis en way, là. Ouais, c'était assez trash, Piment-Fort, puis on dirait qu'on s'est aseptisé, puis là, whoop, on n'a plus le droit, puis là, c'est devenu dangereux, puis même, t'as déjà eu des gens, toi, qui ont manifesté à tes shows pour essayer... Ouais? Ben, je sais pas, hein, qui ont essayé de faire annuler ton show. Je trouve que ça va loin un peu quand tu comprends les principes que l'humour, Christy, c'est des blagues, puis il faut que tu comprennes que aussi loin que tu peux aller, puis dans ton cas, ce qui est bon, c'est que souvent, tu as des jokes très trash, puis même des fois, tu vas jouer dans la pédophilie. Ben, veux pas, puis c'est pas une remarque, je pense que c'est une qualité que tu as, c'est que ton casting, de la façon que tu le présentes, il fit à 1000% avec ce que tu es en train de dire. Fait que c'est pour ça que ça marche autant, je pense. Ben, il y a ça, puis il y a aussi que, tu sais, l'humour noir, n'importe qui est capable d'avoir une réaction sur un stage. Ouais. Puis... Même moi, je suis capable. Ouais, mais je veux dire qu'il fait du trash comme ça se peut pas. Ah, ouais, tu sais, j'ai déjà vu un humoriste monter sur stage, puis là, genre, hey, hier, je me suis fait péter à la scène. Non, c'est vrai, je me suis fait péter à la scène. Puis là, le monde a fait, ah! Puis là, il est sorti de la stage. Hey, ils l'ont vraiment aimé, le bout, tu sais, que je me disais que je me suis fait péter à la scène. Tu comprends pas mon homme, là. Tu sais, c'est moi, quand je fais des jokes, que je veux que le niveau de difficulté de mes jokes soit le plus élevé possible. Parce que, justement, j'ai travaillé mon muse d'écriture. Ouais. Puis moi, je veux avoir les blagues, que tu sois
moins capable de les voir venir. Puis honnêtement, ça prend beaucoup de travail à faire ce genre de blague-là. Surtout avec mon delivery, une joke à toutes les 15 secondes. Là. Puis on a jasé souvent de ça ensemble. On est allé à Rimouski à un moment donné. Je me souviens, on était Rivière-du-Loup. On avait fait un show la veille à la Petite Grenouille là-bas. Puis on jasait justement d'écriture. Parce que t'étais en train d'écrire des liners. Puis tu travaillais sur des affaires. Puis ce qui m'a impressionné le plus, côté écriture, c'est que tu pouvais écrire la même blague 10 fois, mais en alternant des mots, puis la façon que tu la termines ou que tu la dis. Puis je trouvais ça vraiment impressionnant parce que une joke, ce qui est souvent le plus drôle, c'est que tu dis quelque chose, « Hey, je suis allé faire l'épicerie », mais bang, tu me sors un punch qui ne fait pas pantoute ou qui est surprenant. Puis ça, ça paraît que tu as travaillé ça. Tu sais, ça paraît vraiment beaucoup. Là. Oui, puis comment je dirais ça? Moi, c'est que j'ai fait énormément d'open mic au début parce que dans le temps qu'il y en avait une tonne. Puis moi, c'était vraiment le genre, hey, tel type de joke, c'est-tu plus drôle si je la mets au passé? C'est-tu plus drôle si ma victime, c'est ma mère, ma soeur, ma blonde? J'ai tout travaillé ça, là. Puis je me suis carrément fait pratiquement une formule mathématique. Là. Je sais que j'ai tel type de joke, ça va être plus drôle au passé, ça va être plus drôle si c'est moi la victime, whatever. Là. J'ai travaillé à ce point-là. Là. Puis tu sais, c'est sûr et certain que tu racontes des anecdotes, tu racontes des histoires un peu longues, faut pas vraiment que tu aies ce réflexe-là parce que tu vas scraper. C'est le côté naturel qui embarque et qui fait que tu t'es drôle quand tu fais ce genre d'histoire-là. Mais quand tu fais des jokes, vraiment des liners, même la virgule est importante comme ça se peut pas. Fait que faut vraiment que tu travailles tout puis t'apprennes à comprendre pourquoi. Puis tu sais, plus que tu le fais, moins que tu as besoin de le faire, là, évidemment. Là, mais parce que tu viens de catcher comment ça marche. Là. Parce que ceux qui t'ont jamais vu en show, OK, oui, c'est trash. Tu fais des mots qui est assez grinçant, on va se le dire. Là. Moi, on a fait des shows une dizaine de fois ensemble à peu près. Puis ça a toujours bien rentré, mais j'ai toujours été surpris pas de ton talent, mais de voir que la réponse, dans les bars en tout cas, est super réceptive. Puis les gens aiment beaucoup ce genre d'humour-là. Mais j'ai toujours été surpris de ton delivery de tes blagues. Ils sont toujours bien placés. Est-ce que tu travailles l'ordre aussi de tes blagues pour que ça fasse un certain sens où tu joues là-dedans tous les soirs? L'ordre, c'est vraiment plus pour si je mets des procédés humoristiques trop semblables d'une joke à l'autre, à un moment donné, je vais devenir prévisible. Tu sais, je dirais qu'après 45 minutes, un humoriste qui est au-dessus de 500 spectacles va être capable de voir venir certains de mes punchs, ça c'est normal. Ouais. Mais pour un public, moi je place mes jokes pour un public pour c'est un peu plus facile à apprendre parce que tu sauras, tu sais, mon 69 minutes de joke, là, c'est 178 jokes. C'est tough à apprendre, là, qui se suivent pas, là. Fait que je me mets mes jokes un peu pour m'aider à les apprendre et aussi pour créer une espèce de, pas de logique, mais genre, pour créer la plus grosse surprise possible avec la foule. Là. Tu sais, juste choisir l'ordre de mes jokes, là, ça a été un bon 40 heures d'ouvrage. Là. Certains, là, ça m'a pris 2 semaines à une couple d'heures à 5 heures par jour, mettons. Là. Puis ça, c'est une affaire que les producteurs de soirées du monde, tu parles de temps que tu mets dans tes blagues. Tu sais, de 40 heures, là, t'es pas payé. Là, tu fais ça chez vous, puis c'est ton temps à toi. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, il faut que ça rapporte tout ça. Mais on parlait de blagues, puis tout ça. Y a-tu des endroits vraiment, là, tu sais, que t'as eu l'impression, tu sais, peut-être dans ta tournée que t'as faite avec ton 69 minutes ou dans les shows que t'as faites dans les dernières années où t'as vraiment senti que tu as eu un peu plus de misère, puis il a fallu que tu te replaces là-dedans, là, tu sais, peut-être en rodant ton show, mettons. Là. Quand j'ai... Je refuse de jouer dans un bar universitaire à cette heure. OK. Les 2 dernières fois que j'ai joué dans une place de même, il y a un gars qui voulait me slugger à la fin de mon show. Ah, il y a pour vrai. C'est tout le temps une Christy de joke. Le pire, à toutes les fois que je me fais slugger, c'est tout le temps une Christy de joke de fausse couche. Mais voyons donc. Ouais, tout le temps, quelqu'un qui dit « Hey, ma blonde a perdu son bébé puis il veut m'en sacrer une. » Tout le temps. Mais fait que parce que, tu sais, qu'est-ce qui arrive, l'humour noir? Je vais dire de quoi de peut-être controversé, mais tu peux pas savoir jusqu'à quel point je m'en sac. Ben oui. Il y a beaucoup de fake news là-dessus, mais il y a une couple de vraies études qu'il y a eu sur l'humour noir, puis ça prend une intelligence pour comprendre l'humour noir. Et qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que
quelqu'un qui s'est jamais fait remettre en question de toute sa vie puis qui entend des jokes de même puis que ça l'offusque, au lieu de se dire que c'est lui le problème parce qu'il a mal compris que c'est une joke ou il sait pas que c'est une joke, il se dit non, moi je suis un être intelligent et je ne peux jamais me faire remettre en question. Si je sens des émotions négatives, c'est de la faute de tout le monde sauf moi. Donc, au lieu de se remettre en question puis se dire peut-être que comprend pas cette joke-là ou c'est pas fait pour lui, ben, il veut que je m'enlève le droit de faire ces jokes-là, fait qu'il va partir des manifestations, il va craquer du monde à aller faire report sur toutes mes photos sur Facebook pour me faire supprimer mon account. Et j'ai remarqué, pas toutes, là, parce que j'ai du monde qui ont étudié en philo, qui ont été gentils avec moi, mais j'ai remarqué que majoritairement, c'est des étudiants en sociologie ou en philosophie à l'université, soit de Montréal ou de Sherbrooke. Eux autres, ça a l'air qu'ils m'aiment vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Ben, franchement. On l'a remarqué dernièrement, à l'automne passé, mais... Je suis en train de... Parce que je me fais bloquer souvent, fait que je suis pas capable d'aller voir le monde, mais je suis en train d'amasser des preuves qu'il y avait un prof de philo à Montréal, qu'il avait carrément demandé... Un prof là, qui avait demandé à ses élèves de partir quelque chose contre moi, là, genre... C'était que j'étais carrément de le travail. Fait que c'est ça, là, à un moment donné, là, qui me baise la poche. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a... tu parlais d'intelligence humoristique. Je pense qu'il y a un niveau d'intelligence. Puis c'est pas tout le monde qui est au même niveau. Les gens qui comprennent pas une blague sont pas capables de faire une différenciation entre ça, c'est une blague, puis ça, c'est ce que je pense vraiment. Je pense qu'il y a une étape qu'il y a des gens qui ont pas peut-être pas compris ou ils n'ont pas le déclic mental pour comprendre c'est quoi une blague. Tu sais, une blague, c'est je raconte un fait ou un fait vécu ou pas que j'ai inventé, puis je rajoute une fantaisie ou je rajoute un côté comique. Tu sais, grosso modo. L'humour, c'est tellement subjectif, c'est tellement propre à chaque personne. Tu sais, j'ai une amie, elle, si la blague, c'est pas un jeu de mots, ça l'offusque. Ça lui fait pogner les nerfs. À toutes les fois que quelqu'un essaie d'y compter une blague qui n'est pas un jeu de mots, elle pogne les nerfs. Fait que, imagine-toi que si quelqu'un a ce problème-là, juste pour de quoi qui n'est pas un jeu de mots, imagine-toi quelqu'un qui comprend pas l'humour noir jusqu'à quel point que ça peut. Puis je suis pas en train de juger l'intelligence de la personne. En général, je suis en train justement de juger l'intelligence humoristique de la personne. Ouais, c'est deux choses distinctes. C'est pas donné à tout le monde. Tu sais, c'est comme, moi, je suis extrêmement passionné de musique. J'ai au-dessus de 220 000 MP3 sur mon ordinateur, que c'est tout du heavy metal. J'ai une collection de 300 vinyles chez moi. Mais je veux dire, j'essaierai jamais de faire aimer du heavy metal à ma mère qui est juste capable d'écouter du top 40 qui passe à la radio. Je le sais que ça marchera pas, c'est incompatible. Mais on dirait qu'il y a du monde... Tu sais, il y a moins ça en musique, mais justement, il y a du monde en... Ah, ben là, moi, vu que j'aime pas ce genre d'affaires-là, faut pas que ça existe. C'est même pas une question de revendication sociale, parce que le monde qui était contre moi disait qu'à cause de moi, il allait avoir de plus en plus de viols et des affaires de même, alors que toutes les études qui ont été faites sur les blagues et l'art en général prouvent le contraire, qu'il n'y a aucun espèce de lien. Dans le fond, c'est ça, c'est juste du monde qui sont pas capables d'accepter le fait qu'eux autres même comprennent pas certaines choses. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme dire, moi, j'adore, mettons, je vais donner l'exemple cave, j'adore les tartes au pacan, mais toi, tu trouves que c'est à chier. Faut-tu arrêter d'en faire parce que toi, t'aimes pas ça, tu sais? C'est là, ouais, c'est la même chose, c'est la même crise d'affaires. Puis c'est un affaire que j'ai de la misère à comprendre, puis je pense qu'on a tous un peu de la misère à surtout ceux qui font de l'humour, on a de la misère à saisir pourquoi si t'aimes pas là, le McDonald's, ben, vas-y pas. Va pas voir un spectacle de Coco le clown si tu le trouves plate. Ben, effectivement, tu parles, c'est comme exemple la bouffe, t'as les vegans, mais je parlerai pas d'eux autres parce que c'est pas un domaine que je connais pas, mais je sais qu'il y a du monde qui sont allergiques au gluten, qui veulent carrément interdire le gluten dans l'alimentation de tout le monde. T'sais, à un moment donné, faut arrêter de les écouter, puis qu'est-ce qui arrive? Tu te demandes pourquoi que ça a changé depuis les années 90, puis tout. C'est que les médias... Quelqu'un d'offensé, là, ça pogne, ça attire du clic puis tout. Fait que les médias traditionnels, quand une certaine demoiselle de Sherbrooke a fait des lettres ouvertes aux journaux sous plusieurs noms, parce qu'ils m'ont dit qu'ils en ont reçu plusieurs, mais après ça, je me suis rendu compte que c'était la même fille qui s'est fait passer pour plusieurs personnes.
les médias ont tellement mordu à ça parce qu'ils se sont dit « Oh mon Dieu, il y a une fille qui est offensée à Sherbrooke, le monde va cliquer sur nos articles, puis ça va pogner. » Fait que, rendu là, le problème, il vient d'où? Le problème, vient-tu de moi qui fais la joke, de la fille qui est offensée par ma joke, des médias qui ont embarqué là-dedans puis qui n'auraient pas dû, ou des 15 000 personnes après ça qui ont cliqué sur l'article puis qui ont dit, qui ont donné raison presque aux médias d'avoir fait de l'article. Tu comprends? Ouais. Il n'y a pas de réponse simple à ça, mais... Puis moi, une affaire que je trouve vraiment... Je sais pas comment dire ça, mais une affaire que j'ai découvert dans ma controverse, j'ai fait des entrevues dans presque toutes les radios à Québec, puis un peu partout, suite à ma controverse que j'avais eue cet automne. Ceux-là qui savent pas c'est quoi la controverse, faire juste chercher Faf humoriste dans Google, les artistes de journal. Vous allez trouver facilement. Ben, je vais faire une histoire courte, OK? Faf faisait un show à Sherbrooke. Il y a une personne à Sherbrooke qui était offusquée de ses blagues, bon, à cause que il y a des blagues sur le viol, des blagues d'inceste, des blagues de cancer, des affaires comme ça. Puis la personne ne semblait pas comprendre le 2T qu'on parlait d'intelligence humoristique. Puis elle a décidé d'aller manifester. Elle a même écrit au journal, tout ça. Fait que là, ça a fait une tempête dans un verre d'eau, on s'entend. Puis tu t'es ramassé avec des gens qui avaient une pancarte en avant de ton show. Tu sais, on s'entend à la base, OK? Puis ça, c'est mon avis à moi. Puis je pense que tous les gens qui font des spectacles, musiciens, humour, whatever, name it, je pense que le contrat est entre le public puis l'artiste. Mm-hmm. Quand tu passes la porte, t'as payé ton 10$. T'as payé ton 10$. Enjoy, si t'aimes pas ça, get out. Mais va pas manifester, là. Mais c'est ça l'histoire, en gros, là. Ouais, ben c'est ça l'histoire qui est arrivée. Puis, tu sais, ils ont essayé d'empêcher du monde de rentrer, mais ils se sont fait avertir qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Fait que là, ils ont juste commencé à donner des tracts sur l'importance du consentement dans le couple. Là, après ça, ils m'empêchaient de sortir parce qu'ils voulaient m'éduquer sur le consentement. Fait que je leur ai dit qu'il n'y avait pas mon consentement pour me parler. Puis ils ont continué à me parler. Puis là, je leur ai dit, donc, il va falloir qu'ils vous donnent un cours sur le consentement. Mais tu l'as vécu ça émotionnellement, comment? Parce que je sais que, tu sais, je te connais personnellement. Puis je le sais que tu as eu des menaces de mort par rapport à ça. Ouais. Ils ont même essayé de contacter ma blonde pour savoir si elle se faisait violer par moi, là, pour te dire. Là. Tu l'as vécu comment? Sincèrement, émotionnellement, Je me suis posé la question sincèrement, parce qu'au début, moi, c'était ma première grosse controverse. Il m'était arrivé des petites affaires avant, mais rien de cette ampleur-là. Puis, je l'ai vécu de deux façons, je te dirais. Premièrement, tu sais, c'est une semaine, tu sais, que j'avais vécu de la mortalité cette semaine-là. Pas quelqu'un d'hyper proche, mais quand même. Puis j'avais un gros trouble de sommeil. Puis tu sais, tu choisis pas quand ça t'arrive. Là, ça faisait une semaine que je dormais genre 2-3 heures par jour. Puis j'étais tout le temps sur la route. J'étais pas capable de dormir, mon gars. Avant même que ça arrive, je me levais le matin, j'avais le shake tellement que je manquais de sommeil. Fait que cette semaine-là, elle a été tough en tabarnache pour moi parce que tu te fais réveiller à 6 heures du matin par des journalistes qui veulent te parler. Ah non, c'est rough. Non seulement faut que tu leur parles parce que Christy, tu veux pas, regarde, je chiale bien, mais ça a été positif que le Christ, ça, pour ma carrière, ça m'a fait connaître au bout. Mais tu veux performer avec les journalistes, puis quand tu leur parles, puis tout, mais quand t'as dormi 2 heures, c'est un petit peu plus dur. Là. Fait que, puis tu sais, aussi, je me suis remis un peu en question. Je me suis demandé jusqu'à quel point j'étais un trou de cul faire des affaires de même. Puis moi, j'ai 2 de mes meilleurs amis qui travaillent dans des maisons de femmes battues, puis de tout. Puis j'ai commencé à leur parler beaucoup, puis ça m'a fait énormément du bien de leur parler, parce que je me rendais compte que moi je les appelle les vrais féministes, là, ceux-là qui aident les autres femmes puis qui se battent pour les inégalités whatever, là, pas juste essayer d'attiser de la haine partout dans le public, là. Les autres, ils travaillent avec des femmes battues, ils haïssent ces filles-là. Les personnes qui partent des feux là, pour rien, là, les autres personnes, plus souvent qu'autrement, ils les haïssent. Puis quand j'ai su ça, ça m'a fait du bien. Mais c'est le même phénomène, je pense. Il y a toujours des gens, exemple, dans un groupe qui sont extrémistes, puis il y en a d'autres qui sont juste là pour informer, puis donner de l'information. Je pense que dans n'importe quelle sphère où tu as des gens qui vont dans l'extrême, ces gens-là, c'est comme une communauté qui est comme à part, si on veut, puis qui dérange, même ceux qui essaient de faire passer un message.
Mais on se l'est fait expliquer tout parce que je me suis parti mon podcast, là, il n'est pas encore sorti parce qu'à cause de ce qui est arrivé, le coronavirus, j'ai tout mis ça sur la glace parce que je veux que c'est la qualité quand ça va sortir, peu importe. Mais j'ai parlé aux gars de Black Tabou, puis eux autres, ils me l'ont super bien expliqué parce que les organismes qui sont subventionnés par le gouvernement, il y en pond mettons une centaine par année, puis il y en a une centaine qui meurent. Tu sais, c'est l'enfer, là. Ceux-là qui perdurent dans le temps, c'est rare. Fait qu'est-ce qu'ils font pour se faire parler d'eux autres, pour montrer qu'ils ont une raison d'exister, parce que, genre, s'ils sont en train de montrer, s'ils sont capables de montrer qu'ils ont un poids médiatique, ils vont être capables d'aller chercher des subventions, ben souvent, ils vont partir des fausses controverses. Okay. Genre, ils vont envoyer des communiqués de presse, puis des lettres ouvertes à des journaux. Comme ils ont fait avec toi, dans le fond. Sur plein de sujets, puis souvent qu'autrement, il va rien se passer, mais avec moi, ça a marché. Donc, ça leur a, parce que tu le voyais là dans les articles, là, je le nommerai pas l'organisme parce que je veux pas les aider, là, mais ils arrêtaient pas de mettre en l'avant-plan un organisme. Non, mais c'est ça. C'était comme pour se mettre un spotlight, c'est un stunt. En servant de quelqu'un qui est toi à ce moment-là, ils ont essayé de se donner une visibilité X. Ce qui a marché un peu, mais je pense qu'il aura nuit plus que d'autres choses au bout de la ligne. Oui, puis tu sais, c'est que, comme je disais, tu sais, comme moi, mon amie, je la nommerai pas, là, parce que je veux vraiment pas qu'elle soit associée à ça, mais qui travaille dans une maison de femmes battues, puis qu'elle, tu sais, elle accompagne les victimes de viol dans le processus judiciaire et toutes ces choses de même. Elle disait, tu sais, c'est ils ont, comment je te dirais ça, c'est que eux autres ils disent, eux autres ils sont en train d'essayer de montrer à tout le monde que les féministes ont pas le sens de l'humour alors qu'on l'a, tu sais, c'est des choses de même, fait que tu sais, ils se nuisent entre eux autres, fait que à la limite, on pourrait presque dire que des extrémistes de même, c'est juste du monde qui veulent avoir de l'attention pour essayer de recevoir des subventions puis ils ont une raison de vivre. Mais tu sais, t'as toutes sortes d'extrémistes dans une société anyway. C'est juste que là, dépendant des époques puis tout, ça va être tel type d'extrémistes qui ont les médias puis les autres, on les oublie un peu plus. Tu sais, fait que c'est ça, là, bref, là. Ça t'a-tu? Écoute, je vais tomber peut-être dans le deep un peu, là, mais je pense que c'est important. Comme ça profond. Ouais, c'est ça, avec ton humour surtout. Mais je vais tomber dans le deep un peu parce que je pense que c'est important, je te pose la question. As-tu, par rapport peut-être à ça ou à un autre événement dans ta carrière, as-tu déjà pensé tout arrêter? Tu sais, de faire comment ça marche pas, puis garde. Pas à cause de ça. Non? Non, honnêtement, moi, je carbure beaucoup à mon tabarnache, je vais te le montrer. Tu sais, je vais donner un exemple, là. Quand j'ai commencé, parce que moi, je fais juste du one-liner pour l'instant. Puis au début, quand je commençais, moi, j'ai tout le temps eu le désir de faire d'autres choses avec mon one-liner. Je voulais faire des anecdotes, puis tout, parce qu'avant, j'étais dans les années de 2000 à 2005, j'étais un humoriste d'anecdotes. Puis je m'excuse pour les blue lines, en tout cas, peu importe. J'étais un humoriste d'anecdotes. Puis quand j'ai commencé à faire du liner, je m'étais fait dire tu seras jamais capable de faire plus qu'un 10 minutes de liner, c'est pas écrivable. Je fais mon tabarnak, va te le montrer. Tu seras jamais capable de faire plus qu'un 15 minutes de liner, t'auras pas l'attention du monde. Va te le montrer. Il est tout arrivé des affaires de même, puis je dirais, dans mes 5 dernières années, les 2 fois que je me suis dit que j'allais lâcher, parce que tu sais, genre, tu sais, c'est fatigant de faire de la route en innocent partout au Québec pour pas être payé, puis ça coûte de l'argent, ça, là. Il fallait que je travaille plus pour faire plus de shows d'humour, donc moins de temps pour dormir, puis il fallait que j'écrive au travail. Fait que le manque de sommeil, ça peut faire virer fou. Moi, je te dirais que c'est plus le manque de sommeil qui a failli me faire arrêter tout. Mais aussi que je voulais en venir avec tout ça, c'est que les 2 fois, c'est que je me suis dit je vais arrêter. Il est tout arrivé de quoi de big. La dernière fois, je me suis dit je vais arrêter. Mike Ward me demandait le lendemain de faire sous-écoute. Oh shit, ouais. T'as vécu ça comment? Sous-écoute, t'étais avec Yann Terriot, t'as-tu... Mais la première fois, t'étais avec Jeff Mercier. Yes. Comment t'as trouvé ça? Déconcertant la première fois parce que j'étais pas habitué d'être moi-même sur un stage. Moi, j'arrive sur le stage puis là, je compte des jokes une après l'autre. Fait que premier épisode, je m'étais juste dit, m'a m'arrangé pour avoir le sous-écoute le plus trash possible. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à parler de rêveuseuse en partant puis ça a quand même bien marché. Je pense que l'épisode a été bien nommé. Ouais. Puis après puis le deuxième sous-écoute, je te dirais, c'était 1 semaine et demie après ma controverse. J'étais encore un peu fatigué. Puis je suis vraiment content de l'épisode parce que l'épisode et tout, là, il y a un passage, je sais que Yann Terriot parle de sur quelle célébrité québécoise qui pense quand il se masturbe. Je pense que ça va avoir marqué l'imaginaire de
sous-écoute ce bout-là, là, fait que je suis vraiment fier dans cet épisode-là aussi. Là. Puis de passer à Mike Ward, tu écoutes, ça a-tu un impact, mettons, tu sais, souvent on en parle, là, surtout quand on fait des shows, on parle un peu de ça, tu sais, on a tout un peu le rêve d'aller au show à Mike, tu sais, puis de jaser dans le micro, puis tout ça. Ça t'a-tu aidé en visibilité ou d'une autre façon X pendant un certain temps, ou ça t'aide-tu encore? Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Tu sais, sur Internet, ou peu importe, tu sais, si tu veux le pogner, il faut que tu ailles persévérant. Ouais. Mais remarque qu'à peu près tout le monde qui a eu du succès ont souvent eu des boosts de quelqu'un d'autre dans leur carrière. Ouais. Peu importe le style de musique, si je pense juste à un band heavy metal qui s'appelle Ghost, ça a vraiment commencé quand que le guitariste de Metallica a mis un chandail Ghost à un de leurs spectacles. Juste ça fait que du jour au lendemain, tout le monde parle d'eux autres. Mike Ward a fait cet effet-là pour moi, sous écoute, là, parce que j'ai passé de carrément open micer que tout le monde se sac de lui à Christy existe avec mon premier sous-écoute, mon deuxième sous-écoute depuis ce temps-là, honnêtement, je full, pas les grosses salles, on s'entend, là, des petites salles, mais je full mes salles. Des salles de combien de monde? J'avais de plus en plus de fans, puis j'étais content, là. Ça m'a vraiment apporté un gros boost, là, le deuxième sous-écoute, là. Des salles de combien de monde, à peu près, t'es capable de remplir, mettont? Pas mais tu sais, 80 à 120, là, c'est quand même bon, là, tu sais. C'est ton premier show, puis c'est un show qui est quand même, on peut dire quand même autoproduit, là, parce que c'est toi qui as lancé la balle, puis qui a décidé de faire ça. Je pense que c'est la mode maintenant, tout le monde fait un peu ça. De s'autoproduire. Je pense que Dave Godet aussi a fait un peu la même chose au début. Ouais. Puis ça marche bien. C'est-tu quelque chose, tu penses que dans le futur, c'est ce qui va, quand tout va être établi, évidemment, qui va être un peu plus la norme comme aux États-Unis, dans le fond? Oui, parce que qu'est-ce qui arrive au Québec, c'est bizarre. Pour passer au stade de vedette, faut que aux États-Unis, là, il y a presque une recette, je dirais, pour rendre quelqu'un de plus en plus. Au Québec, on veut des vedettes, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être une vedette? Faut que tu sois une vedette. Fait que c'est comme... Ouais, c'est bizarre. Hein? Ouais, c'est vraiment bizarre. C'est un peu la même chose avec la radio, parce que moi, j'en ai fait pendant 10 ans. Là. Oui. Puis, tu sais, j'ai jamais été... Puis, j'ai eu des belles années de radio, j'ai eu du fun, si j'ai trippé au bout, là, mais je veux dire, j'aurais jamais été une vedette, à moins qu'on décide de faire de moi une vedette, tu sais. Puis, quand t'arrives un peu comme par en bas, t'es comme un open micer qui arrive, qui devient une vedette, c'est parce que quelqu'un t'a pris, puis il a fait, lui, on le met là. Oh ouais. Puis, c'est difficile. Puis je sais que ça peut décourager quelqu'un, mais aux États-Unis, si tu regardes le circuit humoristique, t'as plein de pas vedettes qui sont vraiment très drôles, puis qui fonctionnent très bien, malgré le fait qu'ils sont vus nulle part, sauf dans les comédie clubs. Là. La seule affaire aux États-Unis, il y a comme 100 fois plus de monde qui cite, c'est pas plus. Fait que il y a des comédie clubs un peu partout. Au Québec, on n'a pas encore cette culture-là, sauf que ça s'en vient. Puis tout notre affaire qui a changé énormément. Le monde, dans le temps, se fiait à la TV pour le découverte humoristique. Puis là, à cette heure, l'humour fait partie d'un différent tout. Je t'explique. Le monde aime beaucoup ça, sortir, avoir le bière de microbrasserie, avoir un chansonnier ou un humoriste devant eux autres. C'est vraiment le fun. Fait que c'est ça s'il n'y avait pas ça, v'là 6-7 ans, non, ça n'existait pas ça. Fait qu'effectivement, ça va être de plus en plus la norme, sauf que va quand même falloir que tu sois, je dirais, intelligent sur comment tu vas faire ta carrière, parce que tu peux pas juste vivre d'un circuit de même, parce que, je veux dire, après, tu sais, moi, après 3 mois de tournée, là, mettons que j'aurais booké 4-5 shows par semaine, j'aurais fait toutes les places au Québec qui existent pas mal. Dans la grandeur que tu es capable de remplir, mettons, là. Non, ben c'est ça, fait que il aurait fallu que je me réécrive un autre show après, puis comme moi c'est du liner, puis je veux avoir un show sur la grosse Christie de coche, là, je veux pas du consommer, jeter. Moi, je peux pas me permettre de trop faire ça non plus, fait que il faut que tu sois créatif, là, soit présence Internet ou peu importe quoi, là. L'humour va vraiment falloir que les humoristes soient polyvalents. C'est-tu quelque chose que tu trouves dur, la présence sur Internet? Oui. Oh, Christy, oui. Moi, Instagram, là, je suis un déficient en Instagram. Je comprends pas. C'est un Facebook des images. C'est the next best thing. C'est pas de la merde comme Facebook. C'est qui le propriétaire d'Instagram? Facebook. OK, tu vas me dire que c'est si bon que ça? Instagram, bref, je connais pas ça pantoute. Facebook, ça m'a pris du temps, pas encore là.
sais, Facebook, tu fais une joke, puis juste si tu la poses pas dans le bon temps pour pas embarquer dans l'espèce d'algorithme qui a été créé par Adolf Hitler lui-même, ben là, ta joke, elle va passer comme dans du beurre, puis personne va la voir. Fait non, que, c'est vrai. j'ai de la misère. Bref, pour répondre à ta question, j'ai de la misère avec les réseaux sociaux. Oui. Mais je pense qu'on est beaucoup une gang là-dedans qui, même moi qui fais du streaming sur Twitch, à part Twitch, là, j'ai de la misère à être sur YouTube, j'ai de la misère à être sur Facebook. Je vais mettre des posts des fois sur Instagram, mais j'oublie. Je sais pas si c'est le fait que, tu sais, on a le même âge. Je sais pas si c'est le fait de notre génération qui est peut-être moins là-dedans un peu, même si on est quand même là-dedans. Je sais pas si c'est... Il y avait Mathieu Cyr, à un moment donné, qui avait dit ça. C'était-tu Mathieu Cyr? Non, c'était pas Mathieu Cyr, mais on parlait de lui parce que c'est un génie sur les réseaux sociaux, mais il y a plein de monde qui se disait, je suis pas capable de faire comme lui. On dirait que j'ai pas cette pensée-là de dire, hey, c'est vrai, faut que je mette un post Instagram aujourd'hui, faut que je mette une blague demain. Tu sais... Je le sais pas, honnêtement. Tu sais, moi, tout, là, j'ai ma série, la fave du jour, qui est une joke que je fais supposément par jour, mais là, depuis un bout, je me suis un peu laissé aller, puis j'ai commis des... récemment, j'ai eu une attaque encore de Social Justice Warrior qui ont fait des reports sur ce qu'ils pouvaient. Fait que là, j'ai comme slacké un peu les faves du jour. Ben, ça me tentait pas de me faire supprimer mon account dans le confinement. Là, ça serait de la colique de merde. Mais pour revenir à Facebook, c'est que... Tu sais, je vais donner un exemple. Dans le temps, je faisais des vidéos sur le heavy metal avec un autre account, une autre personnalité qui s'appelait Metal Gras. Tu m'en as déjà montré, d'ailleurs. J'ai aimé ça. C'était cool, ça. Puis, juste te dire, il y avait un site en France qui s'appelait Horns Up. Ils ont partagé une de mes vidéos avec les algorithmes changent juste une fois. Ouais. Et ça m'avait amené 1200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça m'a amené 600 likes sur ma page. J'avais reçu quelque chose comme 200 courriels en 2 jours pour un partage. Là, aujourd'hui, là, il partagerait 15 de mes vidéos en ligne puis il se passerait absolument rien. Ouais, mais c'est ça. Maintenant, ça a tellement changé puis... C'est ça! Il y a de la surpopulation. C'est comme... mettons, je vais donner l'exemple avec Twitch. Twitch est quand même assez jeune. Fait qu'il y a encore possibilité de se faire une place. Surtout si tu pognes un bon filon puis tu montes vite. Mais YouTube, j'ai l'impression que... Pas que c'est inatteignable, mais que c'est rendu... Il faut que tu patines en tabarnache. Il faut que tu aies un méchant bon coup de patin pour réussir à te faire voir puis te faire connaître. Oui, puis ça a été démontré que les algorithmes YouTube aident beaucoup plus les talk shows américains puis d'autres trucs de même. Puis encore, je parle même pas de politique. Là, je parle pas d'Alex Jones ou du monde de même. Moi, je te parle juste que mettons Jimmy Fallon, YouTube... Il y a certains shows qui viennent mettre plus d'avant parce que probablement que ces shows-là ont donné X millions de dollars à YouTube pour se faire mettre d'avance. Fait, moi, qu'est-ce que je trouvais beau de YouTube de 2008 à 2013, on va dire, c'est justement le côté homemade que tu pouvais écouter quelqu'un qui faisait des vidéos dans son sous-sol. Je trouvais ça super le fun. Puis là, il n'y a pas une christie de différence entre YouTube, ta TV, puis j'aime pas ça. Puis tu sais, une autre affaire et tout que le monde comprenne pas, tu sais, surtout en humour, ils vont souvent te dire « Ah, pourquoi tu fais pas comme telle personne qui est super populaire sur YouTube présentement? » Ben, premièrement, si je fais exactement comme lui, ça marchera pas parce que je vais juste avoir de l'air du gars qui veut le copier. Puis deuxièmement, souvent, c'est du monde qui sont nés là-dedans. Tu sais, quand tu fais des vidéos puis que depuis que tu as 12 ans puis que tu es la star de ton école puis que tu pars à 18 ans, tu startes ta vie avec 36 000 abonnés, tu vas l'avoir beaucoup plus facile que le gros faf qui a décidé de commencer à 31 ans puis que toute sa famille riait de lui puis il n'y a pas un calice de ses amis qui veut écouter ses vidéos parce qu'il est tanné de voir ses projets qui n'arrêtent pas d'échouer. Tu comprends? Ben, c'est quand même, puis tu sais, tu parles de YouTube, c'est la même chose en humour, faut se renouveler, puis faut être original, ce qui est quand même tellement difficile, tu sais, moi, je te parlais de l'écriture, c'est ce que je trouve le plus touché, puis le plus dur, parce que des fois, t'écris quelque chose, tu trouves ça drôle, puis le monde va comme, ben, c'est correct, là, tu sais, puis c'est quelque chose à découvrir, tandis qu'il y en a d'autres, c'est la présence de scène, ce que moi, ça a toujours été une force, même, je sais pas si t'étais là, il y a un show que ça allait vraiment pas bien, j'essayais du nouveau stock, puis je pense que t'étais là, puis ça paraissait pas que ça allait pas bien là, dans ma face, là, tu sais, je sais pas qui m'a dit ça à la fin, je pense que c'est toi ou Guillaume Baron, il m'a dit, ce qui est malade, c'est que même quand ça va pas bien, ça paraît pas dans ta face, ça a pas l'air de te déranger, genre. C'est dur, man, c'est dur. Là. Ceux qui savent pas faire de l'humour, là, c'est tellement plus dur que ça a l'air d'aller devant le monde avec un micro, faire comme « Hey, j'ai écrit ça, ris! »
sais. Mais tu sais, c'est encore long. Moi, j'ai jamais vraiment été stressé avant d'embarquer sur un stage, OK? Sauf que on a toutes nos forces et nos faiblesses. Le meilleur exemple que je peux vous donner, moi j'ai commencé à faire du Twitch un peu pour le fun. Puis c'est vraiment juste pour le fun. J'ai aucune aspiration à me faire de l'argent sur Twitch ou juste à être régulier ou whatever. Je me fais vraiment du fun là-dessus. Et moi, je stream 1h30 et je suis fatigué. Puis moi, la seule affaire, je me dis, c'est mais comment qu'ils font? Tu sais, toi, tu joues à un first-person shooter, t'es bon à ton jeu, tu réponds à ton chat. Moi, je suis sur le bord de mon écran. Puis tu sais, avant que je le fasse 4 ou 5 fois, je trouvais ça, tu sais, je t'écoutais, puis j'avais du fun, puis je me posais pas la question. Mais quand j'ai essayé de le faire de mon bord, je me suis dit, mais comment qu'il fait ce style-là pour avoir de l'air aussi à l'aise que ça? Puis d'avoir de l'air... Moi, peut-être parce que je suis gros et que j'ai le cardio. Non, ça n'a pas madame de 95 ans qui vient de pogner le COVID-19, mais calique, les gars! Mais en fait, on a toutes nos forces et faiblesses. Mais pour répondre à ça, par exemple, au début, moi aussi, ça me brûlait un peu, mais c'est une habitude. C'est comme, tu sais, mettons, quand je travaillais, là, je travaille pas parce que tout est fermé, mais quand je travaille à ma job, je fais un 11 heures. La première fois, j'ai fait un 11 heures. À la fin de la journée, là, j'avais mal aux pieds, j'étais brûlé, j'étais fatigué. Puis à un moment donné, maintenant, je fais 11 heures, puis je suis comme, ben ouais, c'est 11 heures, puis oui, je suis fatigué, mais je le gère pas pareil. Sur un stream, c'est la même chose. Puis, tu sais, c'est une question c'est de travailler son muscle aussi. C'est comme faire des liners puis d'écrire. C'est de travailler son muscle, c'est la même chose. Probablement, tu sais, je te dirais que une affaire que j'ai. Moi, mon humoriste favori, il s'appelle Rodney Dangerfield. Puis une affaire qui m'avait marqué dans sa biographie, il avait dit ceux-là qui ont l'air d'être le plus naturel, c'est eux autres qui l'ont plus pratiqué. Ouais, souvent, c'est ça. Si tu disais à un moment donné. Twitch, tu l'as pratiqué, tu as fait ton cours de l'école de radio, c'est toutes des connaissances que tu étais capable d'amener. Tu as été animateur de radio un bout. Moi, l'humour, honnêtement, j'ai tout pratiquement tout. Ben, j'ai pas été sur la scène toute ma vie, mais moi, quand j'étais jeune, je tripais à faire des exposés orales. Non, moi, je voulais mourir. Je voulais mourir. Ben, c'est ça. Mais tu vois, moi, j'embarque sur un stage, puis je m'en fous. Mais tu vois, aujourd'hui, je ferais un exposé oral, puis je serais excité de le faire, je serais content de le faire. Mais plus jeune. Tu l'as travaillé. C'est ça. Mais plus jeune, j'aurais voulu mourir, tu sais. Puis je pense que c'est ce que la radio a eu de bon pour moi. Mais tu parlais de pratiquer, puis ça, on s'en est déjà jasé une couple de fois. Puis je trouve ça tellement hot parce que c'est. Je connais personne qui a fait ça. Tu pratiquais ton arrivée sur scène. Mm-hmm. Juste la façon que tu marches, la façon que ton personnage, parce que Faf, puis Pierre-Luc, dans la vie, c'est deux personnes différentes. Mais quand je deviens Faf, je fais que. Non, c'est Faf, tu deviens Faf. C'est ça. C'est comme un peu, mettons, sexe illégal. Les gars, dans la vraie vie, sont pas de même, tu sais. Mais toi, t'as vraiment pratiqué la façon que tu marches pour arriver au micro, de la façon que tu regardes la foule au début, que tu droppes ta première joke, right? Ouais, ben, moi, j'ai un de mes amis, amis connaissances, on va dire. Lui, c'est un gars de l'Australie. Il habite en Australie, peu importe. Puis il a gagné sa vie, toute sa vie avec l'humour. Puis j'avais demandé un conseil. Puis il m'a dit, va juste t'en dire un. Si tu t'es jamais demandé comment tu marches jusqu'au micro, t'es pas un vrai humoriste. Et moi, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça voulait dire, ce conseil-là? Ça voulait dire, tout ce que tu fais sur un stage, c'est important. Faut que tu peux s'améliorer. Il y a du monde qui l'ont naturel. Là. Ça existe. Ouais. Mais moi, j'avais pas ce côté-là. Fait que, tu sais, j'ai travaillé ma posture. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Mon débit. Juste mon débit. Le nombre de fois que tu te dis, Christy, que cette personne-là parle vite, souvent. Le nombre de fois que tu te dis, Christy, que cette personne-là parle lentement, jamais. Fait que c'est pour ça que quand je suis un stage puis je compte ma joke, ça va être genre j'ai une demi-sœur suite à un accident de chainsaw. Ouais, c'est ça. Fait que c'est. Mais tu parles de ça, c'est vrai que la mécanique, puis tu m'avais donné un conseil à un moment donné à Thetford Mines, où on s'était vu avant, puis tu m'avais booké à Thetford Mines sur la soirée qu'il y avait avant au Sgt Pepper, qui malheureusement est fermé aujourd'hui, il est fermé depuis un petit bout, là. Mais tu m'avais dit, tu joues trop dans le fond du stage, avance-toi. Puis man, à Thetford, je me souviens encore, le stage, il y avait un fuck en avant, il était mou un peu. Puis je jouais tellement. Puis moi, quand on me dit quelque chose, j'exagère un peu parce que
j'exagère un peu parce que je veux qu'en l'exagérant, après, ça rentre naturel. Puis j'ai failli planter en bas du stage tellement que j'étais en avant, tu sais. J'avais mis un pied dans le vide, je sais pas trop, mais je m'étais rattrapé pendant mon set. Puis, mais tu vois, c'est ça. C'est vrai que tout ce qui est mouvement, si tu racontes ta blague, tu regardes à terre, puis que t'as pas l'air d'assumer ce que tu viens de dire, même si c'est la meilleure joke au monde, y a personne qui va rire, ou ça va rire, mais pas autant que tu le mérites. Ouais, ben c'est ça, c'est que ça met des breaks à ton show. Puis toi, ton but, c'est... Je me rappelle plus comment que les livres que j'ai lus sur l'humour dans le temps appelaient ça. Mais tu sais, toi, ton but, là, c'est que tu veux avoir le moins de choses qui jouent contre toi possible. Tu sais, comment que t'embarques. Si t'embarques pis sous stage, t'as de l'air à l'aise, ton personnage est clair, t'as un bon débit de voix, le monde, tu demandes pas à personne qu'est-ce qu'il vient de dire, lui. Plus que, moins que t'as ce genre de problème-là, plus que tu mets toutes les affaires, les chances de ton bord, puis pour te dire, j'ai déjà parlé à Corinne Côté, puis elle m'avait dit, moi, quand je le regarde une foule, je la regarde tout le temps de droite à gauche, comme ça, la foule me voit regarder de gauche à droite, puis ça fait comme si je lisais un livre, puis ça fait un mouvement naturel pour eux autres. Hey, c'est con, mais c'est fou, là. Ben oui, c'est fou, là. Ouais, il y a du monde qui pense en tabarnache, là. Tu sais, je me rappelle Corinne Côté, je l'avais vu dans le temps au Saint-Cyboire, peu importe, faire un spectacle. Puis elle m'avait tellement marqué de la manière qu'elle regardait le monde dans les yeux que j'avais essayé de l'imiter après. Puis c'est un des trucs que j'ai pogné à longue, là. Mais c'est ça, là, tu sais, tout est important quand tu fais de l'humour. Fait que... Ben, il parle, tu sais, souvent, on parle de, oui, il y a le delivery, mais c'est un peu, je sais pas si j'ai le bon terme, mais on dit souvent que c'est comme une, ben pas une danse, mais il y a un rythme à avoir sur un stage, tout dépendant de l'humour que tu fais, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est la chose la plus dure, je pense, à avoir le tempo de bang, ça rit, ha ha ha, ok, j'en repars là, bang, paf. Tu sais, de contrôler un peu cette espèce d'une danse que t'as avec les rires, avec le public, qui est tellement... C'est la chose que moi, je trouve... Puis il faut que tes gags soient drôles aussi à la base, ce qui est pas facile non plus. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez tough à setter. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas de truc pour ça. C'est juste d'en faire, right? Ben, il y a des trucs. Moi, le truc que je dis souvent au monde qui commence, ben, premièrement, la principale qualité qu'un humoriste peut pas avoir, là, c'est le sens de l'autocritique. Si t'as pas de l'autocritique, oublie ça, OK? Moi, là, quelqu'un qui sort de stage que ça a été moyen puis qui me dit « Hey, ça a bien été à soir, là », je veux même pas y parler. S'il me demande comment que ça a été, je vais dire que ça a bien été puis tout, là, parce que il y a rien à faire avec quelqu'un de même. Et désolé, là, mais les open micers... 85% du monde sont de même, là. Mais moi, ce que j'ai... Ben oui, parce que... Ben peut-être, mettons tes 5 premiers shows, t'es un peu comme un chevreuil, tu sais, réglé par la lumière. Fait que c'est un peu normal que dans ta tête, t'es comme, bon, ça a bien été, même si ça... Tu sais, je pense que on n'a pas le... Quand t'es open micer, t'as pas le même ça a bien été que quelqu'un que ça a vraiment ri, tu sais. Ou... Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que... Tu sais, exemple, moi encore souvent, là, je sors d'un stage, là, la foule s'est levée pour m'applaudir, ça a braillé tout le long, puis je pense juste aux affaires que je pourrais faire que j'aurais pas dû faire. Là, c'est peut-être un peu trop extrême, puis honnêtement, c'était devenu un problème, il a fallu que je change parce que j'avais pas de fun à faire mes shows, je pensais juste à quand même m'améliorer. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est un réflexe qu'il faut que t'ailles. C'est un réflexe qu'il faut que t'ailles, puis dans le fond... moi, un truc, pour revenir à ta question que tu disais tantôt, un truc que je dis tout le temps aux open micers ou whatever, c'est quand tu commences, là, pis si t'es en bas de 200 shows, tu commences. Exact. À chaque show, donne-toi juste un objectif. C'est un show, pour mes 5 prochains shows, juste qu'est-ce que je fais avec mes mains. Les 5 shows d'après, ça va être ma prononciation. Les 2 shows d'après, ça va être ce joke-là, ce mot-là, je le prononce tout le temps mal. Donne-toi juste un objectif par show, puis plus ça va aller, plus que tu vas... ça va rentrer bien, puis que tu vas t'améliorer. Daniel Grenier m'avait déjà dit, tu sais, l'humour, c'est 1 million de petits pas pour qu'ils vont t'amener à quelque chose. À toutes les fois que tu fais un petit pas, t'as juste l'impression d'avoir fait un petit pas. Mais Christy, après 2 années, tu vas te dire, Christy, je n'ai fait des petits pas, là. Non, c'est ça, exact. Puis c'est dur de... Tu sais, moi, quand j'ai commencé à enregistrer mes shows puis m'écouter après,
c'est dur en Christie à faire au début. Là. Ça, là, c'est souffrant. Là. J'haïs ça pour mourir. Là. Me réécouter après. Là. Mais si t'haïs ça, c'est bon parce que tu vois des affaires à améliorer. C'est très bon. C'est ça, exactement. Mais je pense que c'est la chose la plus dure à faire de se réécouter après puis dire ah ouais. Puis moi, il y a une affaire que je veux dire. T'as toujours été bien honnête avec moi. Mettons, je me souviens un show qu'on avait fait justement, c'était la soirée à RAF à Drummond. J'avais fait un gag sur les AA qui avait crissement bien rentré. Tu m'avais dit ton set était correct, mais ton gag de AA il était malade. Tu as toujours été honnête. Puis je savais qu'en finissant un set, moi je peux aller te voir et faire comme hey, donne-moi un feed, je veux. Ça a-tu bien été ou ça n'a pas bien été? Mais tu sais, je le suis avec toi, mais je suis loin de l'être avec tout le monde. Ben non, mais c'est parce qu'on se connaît aussi beaucoup, là, tu sais. Ben, juste moi, là. Il y a des humoristes qui m'ont dit des affaires méchantes dans le temps, puis honnêtement, avec du recul, il y a bien des affaires qui m'ont dit qui étaient méritées, là, parce que je commençais, puis j'étais cocky, puis whatever. Mais, tu sais, il y a du... T'sais, on a tout du monde qu'on haït pendant longtemps, puis je veux pas être cette personne-là pour d'autres humoristes. Tu sais, moi, si un humoriste sort de stage, puis il est dans sa bulle, puis s'il pense que ça a bien été, j'irai pas y péter ses rêves, esprit, là. Je veux pas être le Mario Jean de Mike Ward, pour ceux qui écoutent, là. Mais t'as peur que, si mettons un open micer ou un humoriste pas connu, mettons, aille te voir, puis tu lui dis, regarde, moi, ça, peut-être, travaille ça, t'as peur que cette personne-là le prenne mal? Ouais, ben, parce que je l'ai fait un peu, et j'ai vu que le monde prenait ça mal. Ah ouais. Ben ça, c'est de l'orgueil. Oui, mais on s'entend que c'est de l'orgueil mal placé de l'autre côté, là. Oui, mais... Tu sais, parce c'est que... surtout quand t'arrives de nulle part, là, puis là, tu sais, je me dis, quand je vais avoir une certaine notoriété, je vais peut-être me le permettre plus. Sauf que, là, j'ai une notoriété, mais je suis un humoriste de la relève. Si la relève peut avoir une relève, là. Mais, même là, j'ose pas parce que justement, comme je t'ai dit, je sais pas, j'aime pas ça faire mal au monde. Là. J'ai l'air méchant de même, mais je suis bien gentil. Ben, en fait, tu vois, en fait, non, je suis pas d'accord que t'as de l'air méchant. C'est sûr que tu fites avec ton... Tu sais, comme je te disais tantôt, tu fites vraiment avec le casting de ce que t'as le goût de dire puis de ce que t'as le goût de faire. Puis ce qui est vraiment une super top qualité parce que le message passe. En même temps, des fois, ça peut jouer contre toi quand il y a des groupes qui essayent de te faire fermer la boîte. Mm-hmm. Mais... quand on te connaît, on sait comment t'es, puis on le sait comment gentil que t'es. Tu travailles dans les écoles avec des enfants en difficulté, entre autres. Tu sais, quand tu sais ça, tu fais comme crème, OK, le gars, il fait des jokes trash, des jokes noirs, tu sais, qui vont loin. Mais Christy, on le sait que ce gars-là, c'est un personnage. Quand tu sais ça, c'est pas vrai que Faf, c'est pas un monstre, là, tu sais. Puis tu sais, je te dirais, j'ai travaillé dans les écoles longtemps, puis regarde, au début de ma carrière dans les écoles, je voulais des enfants. Et là, j'ai tellement vu le côté sombre dans les écoles de qu'est-ce que ça fait, mettons, un enfant roi ou un enfant qui est délaissé par ses parents, battu par ses parents et autre chose. Je n'irai pas trop loin dans les détails, là, mais que je te dirais, je me suis peut-être développé un côté sombre à force de voir... ça, puis j'ai donné pendant 11 ans dans les écoles, puis honnêtement, j'ai pas peur de le dire, pendant au moins 7 ans là-dedans, j'étais un sacré bon éducateur dans les écoles, mais à un moment donné, je me suis brûlé au travail, puis j'avais de moins en moins intérêt parce que c'était trop rough psychologiquement, qu'est-ce que j'ai vu, puis qu'est-ce que j'ai vécu. Puis je dirais qu'est-ce qui était le plus rough, c'était de pas être capable de rien faire. Tu sais c'est quoi la solution, puis ça serait facile à impliquer, mais comme à cette heure, on veut plus froisser les parents, puis on veut pas rien faire qui pourrait faire dire aux parents qu'ils élèvent mal leurs enfants. C'est pas qu'ils élèvent mal leurs enfants, c'est qu'il y a toutes les places à amélioration dans la vie, mais même ça, t'as pas le droit de le dire. Fait que ça m'a comme développer peut-être un peu mon côté sombre aussi en humour, ça là. Je sais que tu as un podcast tantôt, on va en jaser. Il me reste deux, trois questions à te poser avant de te laisser aller. La prochaine question. T'as encore du temps? T'as combien de temps à peu près? Regarde, on peut y aller jusqu'à 8h15 si tu veux, là, sans problème. Parfait, bon, on va continuer. Écoute, j'ai une question parce que là, bon, ça touche tout le monde. Tout le monde est arrêté, personne ne travaille. Tout le monde est à la maison, puis bon, tout est en train de se virer fou. J'ai deux questions par rapport à ça, mais la première, c'est comment est-ce que le virus, le COVID, toi, présentement, je sais que ça affecte le monde de l'humour au complet, mais comment, toi, personnellement, ça affecte ta carrière, puis où est-ce que tu t'en allais dans les prochaines semaines, les prochains mois, là?
2 jours avant qu'il annonce la fermeture des bars, 2 jours après qu'il annonce la fermeture des bars, j'étais supposé d'annoncer ma grosse tournée de ce printemps que ça fait 1 an qu'on travaille. Ah non, pas vrai. Combien de dates qu'il y avait? Mon gérant, on avait travaillé fort là-dessus. Là. Mon gérant, là, on était sur le bord d'annoncer une 30aine de dates. Je me faisais écœurer d'aller au Saguenay en Abitibi puis tout. J'y allais et non! Tout ça est arrêté. Puis comment tu vis ça professionnellement? Tu trouves-tu que c'est... Ben c'est sûr, c'est de la merde. Je me trouve bon. Je suis vraiment zen ces temps-ci parce que, tu sais, financièrement parlant, moi, je suis pas en manque. Je suis crissement pas riche. Là, pensez pas que je suis riche, là, mais c'est juste, j'ai bien géré mon argent ces temps-ci. Fait que, tu sais, je m'en sors pas pire. Tu sais, il y a des humoristes qui sont dans la même situation que moi qui sont tous traumatisés parce qu'ils disent, ouais, mais cet argent-là, je la mettais pour vivre l'humour. Puis là, je m'en sers juste pour vivre. Je dis, ouais, mais tu sais. Ça fait partie de la vie que tu veux qu'on fasse. On s'en sort. Sinon, puis tu sais, je fais de l'embonpoint. Puis ils disent que si tu fais de l'obésité morbide, ce que je fais, t'es beaucoup plus à risque d'avoir des grosses complications si t'as le COVID. Fait que je reste chez nous parce que je suis moumoune. J'ai peur de pogner cette maladie-là. Là, puis vraiment. Fait que il y a ce côté-là. Puis tu sais, sinon... Tu sais, maintenant, avec toi, j'aurais aimé ça par avoir fait le tour de toutes les catégories qui existent sur Pornhub avant le début de ça. Comme ça, j'aurais eu de quoi de plus à faire. Ben là, t'as ton premium, tu peux redécouvrir. À moins que tu l'avais déjà. Ah, je me suis pas inscrit à premium. Ben, il est gratuit, va chercher. Ben, en tout cas, là, je regarde là. Je suis rendu à. Regarde, on va en jaser un peu, là. Tu sais, là, j'ai découvert la catégorie Glory Hole, puis je me fais du fun là-dessus pour l'instant. Je suis rendu à la page 6. J'ai mis signé. Mais... Pas encore tombé sur Joël Legendre, là, mais bon. Ça s'en vient, c'est page 8, ça. Mais sinon, je parlais de ça, ça a fait. Là, j'imagine, puis je pense que probablement que la majorité des humoristes, même moi, j'ai essayé d'écrire, puis on dirait que j'écris juste ce Christy de virus, puis qu'est-ce que, tu sais, parce que souvent, on dépeint un peu ce qui se passe autour de nous, puis dans la société, puis on dirait que tout ce qui me vient, c'est dark, genre, puis ça parle de ce petit virus, de genre. T'es pas tout ça, j'ai de la misère à écrire. J'ai de la misère à écrire. J'essaie d'écrire des one-liners dernièrement, puis ça marche moins, je te dirais. Puis je suis même pas sûr si mes jokes sont pas bonnes ou c'est juste quand je les teste à mes amis, puis tout le monde n'a plus la tête à ça. Là. Fait que, non, ça va être rough pour les minimum 6 prochains mois, même quand ça va recommencer, là, il va y avoir une atmosphère bizarre, je pense. Là. Ça va être rough. Là. Ça va être. Ouais, je pense que ça va être difficile. Puis je pense que les gens vont avoir peur même de juste aller dans les bars, puis d'être avec du monde, tu sais, de croiser des gens, puis des rassemblements, puis... Je sais pas. Quand le gouvernement va donner le go, d'après moi, le monde va y aller parce que le monde a besoin de ça. Ouais. Tu sais, je lisais un reportage sur la Grande Dépression puis tout, puis la Grande Dépression, là, c'est là que ça a été le début de 1929, là, ça a été le début de l'âge d'or des cabarets parce que le monde aimait ça, avoir du fun. C'est la seule affaire que le monde était encore capable de se permettre. Fait que je suis quand même peut-être un peu trop, je sais pas, je suis peut-être dans mon monde d'illusion. Je suis quand même optimiste pour l'avenir de l'humour, mais on va quand même avoir un 6 mois rough. Penses-tu que tout ça va changer un peu, justement, l'environnement de l'humour va changer parce qu'on sait que ça va peut-être un peu changer ce qui se passe autour de nous en général dans la vie, là. Mais penses-tu que ça va avoir un effet soit positif ou négatif à long terme sur l'humour? Il va y avoir un changement, c'est sûr. Juste, il va y avoir il va y avoir beaucoup de bars qui vont fermer, là, malgré tout. Là. Fait que juste ça va avoir moins de place à jouer. Tu sais, quand ça va recommencer, tout le monde va vouloir se faire booker en même temps. Fait que les moins populaires, genre moi, on sera pas capable de se booker nulle part, probablement. Fait que, tu sais, ça va être un changement. Aussi, tu vois, quand le 9/11 est arrivé, ça a pris un an avec l'humour redevienne à New York. Qu'est-ce que c'était avant? Je pense que c'est ça que ça va faire. Dans un an, ça va être same shit as usual, mais pendant un an, ça va être bizarre. Là. Il y a des affaires que d'habitude, ils feraient rire, là, ils feront pas rire, puis il y a des affaires qui font pas rire d'habitude qui vont faire rire pendant cet un an-là. Là. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est tout le monde est comme ça. T'essayes d'écrire, puis on dit tu retombes tout de suite dans
non, c'est une affaire de virus ou genre telle personne, tu sais, ça revient tout le temps à la même Christie d'affaires. Puis là, tu essaies d'écrire sur des affaires, mais la vie est arrêtée, fait que c'est dur d'écrire, je sais pas, moi, ça a caissé à l'épicerie faire une joke là-dessus, parce que oui, on y va pareil, mais on y va, mais on shake parce qu'on a peur de pogner le virus, tu sais. Fait qu'on pense rien qu'à ça. Oui, puis moi, exemple, là, c'est niaiseux, mais je voulais faire des pranks, puis là, c'est pas le temps de faire des pranks de téléphone, je parle au téléphone, là. C'est pas le temps de faire ça, là, le monde, fait que, je sais pas, encore là, ma fave du jour d'aujourd'hui, c'est elle qui a le plus pogné dans la dernière année. Ouais, ben t'as un groupe privé en passant. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as un groupe privé, c'est Faf et ses Tinami. Je vais mettre le lien dans le chat, les gens qui sont sur Twitch. Puis quand je vais remettre la vidéo demain sur YouTube, les gens vont pouvoir aller voir ça. Ça va être dans la description aussi si vous écoutez sur YouTube. Là. Fait que c'est ici, il faut que vous adhérez au groupe. C'est pour empêcher les malades de signaler pour rien. Là. Puis allez voir ça, ça vaut la peine. Le Faf du jour, ben, je peux-tu le lire? Oui, la fave du jour, tu peux la lire, elle d'aujourd'hui. C'est, dans le fond, distanciation sociale avec les enfants. Est-ce qu'il faut que j'ajoute 2 mètres aux 100 mètres que la cour m'a ordonné? Est-ce que c'est bon? Tu vois, vu que le 2 mètres est d'actualité aujourd'hui, ben, elle a marché plus. Mais tu sais, je l'aurais faite la semaine prochaine, puis elle aurait pas mal moins marché, là. Ouais, probablement. C'est ça, exactement. Tu sais, mais là... tu parlais tantôt des médias avec la ils veulent du sensationnalisme. Tu sais, on entend juste parler de ça, puis ils ne font que nous parler de ça. Ils nous parlent de rien d'autre, puis on dirait que ça nous rend fou un peu de... Tout Facebook, là, puis 4 publications sur 5, c'est l'hostie de virus, puis c'est... Là, tu sais, puis c'est correct d'en publier des fois une petite joke ici, faire ci, faire ça, mais là, je m'en vais en char, m'en vais à l'épicerie. Là, j'entends la radio qui me parle rien que de ça. C'est correct, mais parlez-moi d'autres choses. Parlez-moi de jardinage, je m'en fous. Moi, l'écouter, m'être content. Montrez-moi comment planter des tulipes. Je veux savoir. Non, hein, c'est comme moi présentement. Une affaire qu'un humoriste devrait faire, c'est de se faire une très bonne présence Internet pendant ce temps-là pour être sûr de avoir des fans quand ça va commencer. Mais ça, je lève mon chapeau. Moi, je le fais un peu pour ça, mais je fais des lives à tous les lundis, mercredis, vendredis avec mon bon ami Jean-François Otis. On appelle ça les lives de l'école de la vie. Exactement, c'est sur ta page Faf. Vous tapez Faf sur Facebook. Faf humoriste cherche. Ou Faf joie de vivre. Vous allez me trouver. Puis, dans le fond, honnêtement, là, on parle pas de coronavirus là-dedans, puis on fait juste ça pour se faire du fun. On a interviewé en date une danseuse, un acteur de film porno, une sexologue. La soir à 9h, on a Marc Boilard. Puis, je vais avoir une couple de personnes de l'humour. Là, on pourrait peut-être le faire ensemble et toi avant un moment donné. Mais j'aimerais ça, c'est sûr. Si vous m'invitez, je vais y aller, c'est sûr et certain. Ça serait le fun de jaser d'autres choses. Dans le fond, on fait juste ça pour jaser tout puis de rien. Puis... pour avoir du fun. Tu sais, présentement, mon but, c'est juste de me divertir avec les invités que je fais pour penser à autre chose de tout ce qui nous arrive. Fait que je me dis, si ça marche avec moi, ça va marcher avec mon auditoire aussi, j'imagine. Ben, j'ai remarqué à un moment donné, puis je sais pas si... parce que là, on est diffusé live sur Twitch. Si vous écoutez sur YouTube, bon, on n'est pas live, là. Mais les gens live sur Facebook peuvent me dire... dans le fond, moi, quand je suis en live, je ressens plus ça, le stress. J'ai l'impression que ça arrête. Je fais d'autres choses, je pense à d'autres choses. Je finis mon live, je vais me coucher, ça va bien. Là, c'est quand je me remets à lire des nouvelles, je suis comme, ouais, là, c'est long, tabarnak. Il faudrait passer à d'autres choses. Fait que de faire ça, c'est hot. Puis tu parlais des humoristes présents sur Internet. Ça, je leur lève mon chapeau. Sont vraiment bons là-dedans. On les voit, tu sais, il y a beaucoup de monde qu'on voit, que ce soit sur Instagram en direct, faire des entrevues. J'ai vu Simon Delille faire ça. Étienne Dano fait du NHL. Il faisait un peu avant, là, mais il fait du NHL sur Twitch aussi. Je vais y parler demain, d'ailleurs. On va le recevoir demain à 19h30. Là. Mais, tu sais, c'est d'être là. J'allais juste me plugger un peu. Moi, je tripe bien raide de jeux vidéo rétro. Ouais. Fait que moi, quand je stream, c'est plus souvent qu'autrement, c'est du jeu vidéo rétro parce que je suis un fanatique, dans le temps, plus aujourd'hui, mais je suis un fanatique de ça. Moi, la dernière console que j'ai achetée, c'est une PlayStation 2, là, fait que... Fait que t'as pas un PC qui roule tous les jeux de fou, là.
C'est Non, ben, mon PC pourrait le faire, mais je m'en sers pas pour ça. Là. Fait que moi, mon but, c'est vraiment de me faire du fun. Fait que j'aime ça que le monde vienne. Puis, tu sais, garde, c'est pas la totale, mais je fais vraiment ça juste pour me faire du fun. Puis, ouais, effectivement, là, il y a beaucoup d'humoristes qui ont commencé des Twitch, des affaires de même. D'ailleurs, pour ceux-là qui écoutent, là, si vous avez une personne à suivre dans le temps de cette pandémie-là, là, je te dirais c'est Jean-Michel Martel. Chris qui est bon dans les jokes qu'il fait. Sur Facebook, ça? Facebook, Instagram, TikTok, là, prix qui est bon, Jean-Michel Martel, là, il fait des montages. C'est lui qui faisait les sacs de chips Lay's avec des saveurs weird, hein? Oui, c'est ça. Ah ouais, il me fait rire. Je vais le montrer tantôt après l'entrevue. Pour les gens qui sont sur Twitch, je vous en montrerai une couple. Là. C'est débile. C'est super bien fait. Puis on dirait que c'est vrai. Là. Son Photoshop, il est A1. Là. C'est débile mental. Hey, Faf, avant qu'on se laisse, je veux laisser la chance. Peut-être les gens qui ont des questions, préparez ça. J'ai une question pour Faf. Puis si vous avez une question pour lui après, on va pouvoir lui poser. Mais je veux savoir une anecdote en show ou en tournée, mettons, quelque chose de cocasse qui t'est arrivé. Y a-tu quelque chose que tu peux me conter? Moi, je m'en ai déjà compté une couple. Là. Si jamais tu me dis que tu sais pas, je peux peut-être te lancer sur une idée. Mais regarde, sur une échelle de 0 à 10, trash, jusqu'à où que je peux aller pour mon anecdote? Tu peux aller... combien les gens qui sont sur Twitch? 10? On peut aller à 10, ça me dérange pas. On est 18 ans et plus. T'es sûr qu'on peut aller à 10? Ah ouais, on peut aller à 10. OK, je sors dans un show, je spécifierai pas la place pantoute pour que le monde puisse nous reconnaître. J'ai une dizaine de personnes qui se mettent en rond autour de moi. Ils ont toutes la même race et je la spécifierai pas non plus et ils m'empêchent de passer. Fait que je me dis, oh mon Dieu, ils vont me sacrer une volée. Mais non, ils commencent à m'envoyer des compliments parce qu'ils m'avaient trouvé drôle puis ils me bombardent de compliments. Puis là, ils me demandent qu'est-ce que je fais à soir. Je dis, ben là, présentement, j'ai pas de plate prévu. Ce soir-là, j'étais supposé rencontrer quelqu'un, mais genre 1 heure après, là, genre à 1 heure du matin, on s'était donné un rendez-vous. On est tardif de même, les humoristes, que si tu veux, je te dise. Et du ben, pour la prochaine heure, j'ai rien à faire. Là. Dis, ben, veux-tu passer du bon temps? Je dis du bon temps. Fait que là, il y a une fille qui arrive et elle commence à me licher la face, littéralement, là, genre, commence à me licher la face, puis elle commence à me taponner partout. Hey, prends une photo avec elle, c'est une de tes fans. Là. OK, là, je prends une photo. Pendant que je prends la photo, elle essaie de se rentrer sa main dans mes culottes. Je dis, ouais, on tabarnache, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, fais-toi-en pas, ça va être gratuit, on t'aime trop, tu vas trouver ça d'autre. Là, à un moment donné, j'ai allumé, hostie de tabarnache, c'est les pimps de cette fille-là, puis il m'offrait de coucher avec le prostitué gratuitement. Wow! J'ai refusé l'offre pour ceux-là qui le demandent. Ben là, j'aurais été presque mal. parti à la course. J'aurais été mal à l'aise, mon gars, là, mais mal à l'aise. Mais c'est donc bien délicieux comme anecdote, ça. C'est pas mes coups, je la compte, fait que c'est une exclusivité chaud du diable. Hey, merci, là. Merci. Tu vois, il y a quelqu'un dans le chat sur Twitch qui dit « Moi, j'aurais accepté. » Avez-vous des questions, les gens, pour Faf, que ce soit sur l'humour en général, sur le gaming? Je vais plugger en attendant ces pages. Faf Maurice sur Twitch. Allez voir ça. T'as pas vraiment d'horaire, hein? C'est impromptu, t'annonces ça. Puis, impromptu. Je vais devenir. À partir de la semaine prochaine, honnêtement, je risque de streamer tous les jours. Là, je suis dans mes impôts, puis que ça me fait sacrer. Fait que là, présentement, j'ai pas le temps. Il y a quelqu'un qui veut savoir si elle était clean, la fille. Hey, Christy était saoul raide. La fille était belle, là. Une très belle fille. Là, en plus, c'était exactement mon type de fille qui me fait triper, là. Mais, ouais, ça aurait peut-être gratté après, par exemple, là. Il y a Scatman qui pose une bonne question. On parlait de ton Twitch, ton jeu préféré rétro, mettons, là. Ben moi, je vais changer la question parce que c'est dur d'avoir un jeu rétro top 1. Ben, j'aurais eu 2 réponses, mais ouais, vas-y. Mais mettons ton top 3 des meilleurs jeux. OK, ben ça, c'est juste... Je suis pas en train de dire que c'est les meilleurs jeux du monde. Non, mais à toi, là. Mes préférés ouais, c'est ça, à exact. moi, là, on s'entend, là. C'est ça. Numéro 3, je vais dire Mike Tyson Punch-Out parce que quand j'étais jeune, j'étais obsédé par ce jeu-là. J'ai fini par le battre Mike Tyson. Numéro 2, Final Fantasy 3/6. Là. Il est excellent, ouais. Final Fantasy 3 SNES au SNES, là, c'est un de mes préférés aussi. C'est un de mes préférés aussi. C'est un de mes préférés aussi. Visuellement, même, le look rétro, là. Tu sais, le vieux jeu, je l'ai sur un émulateur, je capote sur ce jeu-là. C'est débile mental, là. Puis ton... c'est l'enfer. Puis ton numéro 1? Finalement, je suis en train de regretter mon choix. Ça va être Final Fantasy 6, mon numéro 1. Mon numéro 2, ça va être Punch-Out. Punch-Out?
Puis mon numéro 3, t'as peu. Vite demain. Ben là, présentement, c'est pas un jeu rétro. Là, présentement, je joue beaucoup à StarCraft 2, mais c'est même pas parce que j'aime tant StarCraft 2, c'est que je trouve ça drôle d'insulter le monde contre qui qu'on joue. C'est peut-être pas un bon exemple de jeu, mais t'as peu. Quel jeu que j'ai joué? Y a pas tant de jeux que ça que j'ai stické, là. Là, tu me parles de ça. Je t'ai vu jouer l'autre fois, puis ça, c'est un de mes jeux. Je suis un gros fan de beat'em up. Je veux dire les beat'em up en général parce que ça se ressemble tout, mais tu sais, Double Dragon 2. Ah, c'est bon, ça. Streets of Rage, tous les jeux de même, là, j'adore ces jeux-là. Là. Un peu Turtle Back in Time aussi, là, les Ninja Turtle Back in Time au SNES. Là. Tu vois, justement, dans le chat sur Twitch, Jazz voulait savoir ta catégorie de jeux préférés, par exemple, ben, les beat'em all, dans le fond. Fait que... Les beat'em all, ouais. Après ça... Pendant un bout, je tripais bien raide RPG, puis j'aimerais ça aimer les RPG, là, mais que j'ai de la misère. C'est long. Là. Ouais, mais c'est long, ça prend du temps. Mais justement, je t'ai vu jouer sur Twitch l'autre fois, puis ça, c'est probablement mon jeu préféré, là, ou un de mes jeux rétro préférés, c'est Super Punch-Out. Mais celui au Super Nintendo avec Gabby J, Mad Clown, Bear the Hugger. Mais je t'ai vu jouer, puis je pense c'est drôle hein, parce que les mêmes bonhommes, parce que j'ai vraiment de la misère, Muscle Macho Man. Super Macho Man me sac la volée de ma vie. C'est la même chose, c'est là que j'ai le plus de misère. Lui, puis le japonais avec sa canne quand t'es rendu dans le Super Special. Carlo, j'avais du fun contre lui. Lui, j'ai pogné la twist. Là. Moi, j'étais bon contre Carlo, mais Super Macho Man, le tabarnache, là. Le tabarnache, là. Si je te demandais, dernière question, mais te laisser aller, ta console préférée all-time ou jeu d'arcade? Console préférée... OK, excusez, ça a coupé. Console préférée all-time ou arcade, c'est ça? Ouais, c'est ça, ou jeu ou arcade ou whatever, là, tu sais. Soit de machine d'arcade ou... Je n'ai jamais eu, mais je dirais que ma console préférée, c'est le Super Nintendo. Parce que Christy, que les jeux de cette console-là sont écœurants. Même si j'ai jamais eu de Super Nintendo quand j'étais jeune, moi j'ai eu la Nintendo 8-bits, puis j'ai passé directement à la PlayStation 1 après, là. Mais Super Nintendo, là, encore aujourd'hui, c'est une des seules consoles que je suis capable de jouer à tous les jeux. Mel a dit aussi dans le chat, c'est sa préférée aussi. Puis moi, c'est sûr que j'aime les nouvelles consoles, tout ça, j'aime les nouveaux jeux aujourd'hui, là. Mais dans les jeux qui se jouent encore super bien aujourd'hui, je pense que la Super Nintendo, c'est la meilleure. Les jeux sont encore quand même le fun à voir parce que t'es pas dans la transition de la PlayStation en 3D LED un peu, là, tu sais. Ouais. Puis même la 64, c'est un peu comme ça. Je pense que aussi, je suis d'accord que c'est... Je dirais ma console portable préférée, c'est probablement la PSP parce que Christy qui t'a des bons remakes à cette console-là. Là. Il y a des Christy de bons jeux à la PlayStation portable. Ouais. Elle était meilleure que la PS Vita, honnêtement, je trouve, là. Ouais, vraiment. Je me suis fait un plaisir à jouer à Final Fantasy Tactics de War of the Lion. C'est bon jeu. Hey, Faf, merci beaucoup. C'était super cool. Fait qu'on va mettre ça sur YouTube. Les gens vont pouvoir réécouter puis partager en masse. Si on veut te suivre, il y a sur Twitch, Faf Humoriste. T'es là une fois de temps en temps. Tu fais des lives, tu joues à des jeux rétro. Il y a Faf sur Facebook, Joie de vivre. Puis même, tu l'as mis, là, premier post, si vous voulez joindre le groupe privé aussi, pour aller voir les posts un peu plus trash. C'est très simple. Il y a Mel qui met dans le chat. Merci beaucoup. Puis ton podcast ce soir, c'est à 21h, hein? 21h sur Facebook, je reçois M. Marc Boilard, une des 7 merveilles du monde. Marc Boilard, là, je t'en parlais de 5 secondes. Ben oui, vas-y. Ce gars-là, il a été un des plus gros agents d'artistes dans l'histoire du Québec. Il a été humoriste. Après ça, il a été entrepreneur. Il y avait un des sites de rencontres les plus populaires au Québec. Ouais. Après ça, il a été animateur de radio. Tabarnache! Animateur de télé aussi. Il a tout fait. Oui, il a passé à la TV. Christy, donnez-lui une armure, Québec. Puis ce gars-là, ça va être Tony Stark. Là, c'est l'enfer. Merci. Peux-tu dire merci à tout ton monde d'avoir écouté le show aussi? Merci à tous les gens qui sont là, mais tu peux leur dire merci. Ils sont là et t'écoutent. On était une 60aine en moyenne, ce qui est quand même vraiment cool. Merci beaucoup, les gens. On va mettre ça sur YouTube. Ça va être écoutable. On va mettre ça partout. On va placarder ça sur les grands internets. Puis, merci, Faf. Je te souhaite une bonne soirée. Yes. À la prochaine! Et faites subscribe, abonnez-vous, donnez-y de l'argent au show du Yab. Avec ça, ils s'achètent toutes sortes de choses inutiles. Exactement. Salut, man. Salut.